il a façonné le son d'une génération, sans pour autant en être la figure emblématique. Tandis que d'autres occupaient le devant de la scène, il a construit l'âme de la musique derrière les vitres, des studios silencieux aux scènes internationales. Benny Andersson a vécu l'ascension, le déclin et la renaissance de l'un des groupes les plus emblématiques de la pop. Mais l'histoire qu'il raconte maintenant ne parle pas de boules à facettes ni de paillettes. Elle parle d'épuisement, de regrets, d'amour brisé et du silence douloureux qui a suivi les applaudissements. Après des décennies de spéculation, Benny a parlé, et sa vérité est plus profonde, plus triste et plus révélatrice que quiconque ne l'aurait imaginé. Construire un royaume sonore, avant même que le monde ne danse au rythme de Dancing Queen ou ne pleure sur la mélancolie de The Winner Takes It All. Benny Andersson s'employait déjà à façonner les fondations invisibles de ce qui allait devenir l'un des héritages les plus durables de la musique pop. Né le 16 décembre 1946 dans le quartier de Vasastan à Stockholm, Benny grandit dans un foyer ouvrier où la musique n'était pas un choix de carrière, mais une tradition chère à son cœur. Son père, ingénieur civil, et son grand-père, musicien autodidacte, initièrent Benny à l'accordéon à l'âge de 6 ans. Cet humble instrument allait lui révéler une fascination pour la mélodie et l'harmonie qui ne le quitterait jamais. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui aspiraient à la célébrité, Benny n'était pas animé par le désir d'être vu. Il s'intéressait davantage à la compréhension du fonctionnement de la musique, de la structure mathématique de Bach au récit terre-à-terre des chansons folkloriques suédoises. Il apprit le piano à l'oreille et pouvait reproduire des mélodies après seulement 1 ou 2 écoutes. À 10 ans, il jouait déjà lors de réunions de famille et de concerts scolaires, réputé non pour son sens du spectacle, mais pour sa sensibilité innée au timbre et aux émotions. En 1964, à seulement 18 ans, Benny rejoint les Hepstars, un groupe de rock suédois qui deviendra les Swedish Beatles. Avec son arrivée, leur son prend une ampleur quasi instantanée. Le groupe se hisse en tête des charts suédois avec des tubes comme Sunny Girl et Wedding, composés par Benny lui-même. Ses premiers succès révélèrent non seulement son talent pour écrire des mélodies mémorables, mais affinèrent également ses compétences en matière d'arrangement en studio et de performance live. Il devint rapidement le cerveau musical du groupe, tout en développant discrètement sa compréhension des aspects commerciaux et techniques de l'industrie. Puis vint une nuit charnière en 1966. Benny a rencontré Björn Ulvaeus alors qu'ils se produisaient tous deux à la fête d'un ami commun. Björn, membre du groupe folk pop The Hootenanny Singers, partageait avec Benny son amour pour l'harmonie, les arrangements et le souci du détail. Leur jam session ce soir-là a donné naissance à un duo musical immédiat. Au cours des années suivantes, ils ont commencé à écrire ensemble, à expérimenter différents styles et structures, et même à composer des chansons pour d'autres artistes suédois. Leur collaboration s'est renforcée non seulement grâce à un respect mutuel, mais aussi grâce à un équilibre parfait. Benny, le compositeur émotif. Björn, le parolier spirituel. Au début des années 1970, Benny et Björn étaient non seulement co-auteurs, mais aussi partenaires de vie avec 2 autres musiciens. Agneta Fältskog, artiste solo suédoise à succès, et Annifrid Frida Lingstad, chanteuse de jazz devenue pop à la voix d'alto puissante. Leur aventure musicale commune prit forme sous le nom à rallonge de Björn et Benny, Agneta et Annifrid. Le nom était maladroit, mais l'alchimie était électrique. Ils ont tenté, sans succès, de remporter la sélection suédoise pour l'Eurovision en 1973, sans se laisser décourager. Ils sont revenus l'année suivante avec Waterloo, un hymne pop glam qui a remporté le concours Eurovision de la chanson 1974 et qui a immédiatement fait d'eux des stars internationales. Peu après, ils ont adopté un nom plus mémorable, BBA, un acronyme composé des initiales de leur prénom. À partir de ce moment, Benny n'était plus seulement un musicien pop. Il était un architecte sonore. Il traitait chaque chanson comme un tableau, superposant les instruments, arrangeant les harmonies vocales avec précision et expérimentant avec les synthétiseurs bien avant que ce ne soit à la mode. In studio, il était connu pour sa patience et son perfectionnisme, passant parfois des jours à retravailler une seule harmonie jusqu'à ce qu'elle soit émotionnellement juste. Il ne s'intéressait pas à ce qui était populaire, mais à ce qui était intemporel. Tandis qu'Agneta et Frida éblouissaient le public en combinaisons assorties et que Björn écrivait des paroles subtiles et douces amères, c'est Benny qui a façonné le sous-texte émotionnel de la musique d'ABBA. Son style signature allie luminosité et profondeur.
une mélancolie suédoise masquée par la mélodie. Des chansons comme Knowing Me, Knowing You et Fernando véhiculaient cette dualité, la joie en surface, la tristesse en profondeur. C'était le don de Benny, non seulement à la musique pop, mais aussi à des générations d'auditeurs qui ressentaient quelque chose de plus profond dans les chansons apparemment simples d'ABBA. En réalité, Benny Andersson ne se contentait pas de créer des chansons. Il bâtissait un royaume où chaque accord, chaque silence, chaque note comptait. Et même si les projecteurs étaient souvent braqués ailleurs, l'architecture du son d'ABBA était incontestablement la sienne, s'effondrant tout en s'élevant. Pendant la majeure partie des années 1970, ABBA a connu une vague de gloire inéluctable. Mais à mesure que le groupe prenait son envol publiquement, il commençait à s'éroder en privé. L'effondrement ne fut pas soudain. Il fut subtil, lent, comme une maison patinée par le temps, plutôt que détruite par le feu. La première rupture eut lieu en 1979, lorsque Björn et Agneta divorcèrent. Ce fut une rupture profondément personnelle, mais que le groupe tenta de surmonter professionnellement. À l'époque, le groupe travaillait sur son album Super Trooper. Et si les chansons conservaient leur raffinement caractéristique, les sessions prenaient un ton plus lourd. 2 ans plus tard, Benny et Frida suivirent le même chemin. Leur relation avait été autrefois décrite comme fougueuse et symbiotique. Une véritable histoire d'amour musical. Ils se sont rencontrés en 1969, bien avant ABBA, et ont tissé une connexion avant tout grâce au son. Frida a déclaré un jour, lors d'une interview en 1975, que Benny la comprenait comme personne d'autre. Mais la compréhension en studio ne se traduisait pas toujours dans la vie réelle. Le perfectionnisme obsessionnel de Benny, qui le rendait brillant en studio, laissait peu de place à la disponibilité émotionnelle à la maison. Frida, expressive et émotive, ressentait ce manque croissant. En 1981, Benny avoua être tombé amoureux de Mona Nurklet, une productrice de télévision rencontrée lors d'une émission spéciale. Il avoua la vérité à Frida, mais le mal était fait. La séparation fut discrète, voire professionnelle, mais elle laissa une profonde cicatrice dans la dynamique du groupe. Le dernier album studio, The Visitors, sorti la même année, reflétait le froid émotionnel qui s'installait. Des chansons comme When All Is Said and Done et Slipping Through My Fingers transpiraient une douleur inexprimée. L'étincelle s'estompait. Et même si le groupe allait perdurer encore 1 an, quelque chose d'essentiel avait déjà disparu, confirmant le silence que nous ressentions tous. Pendant plus de 40 ans, l'histoire de la fin d'ABBA n'a pas été marquée par des gros titres explosifs, mais par un silence assourdissant. Contrairement à la plupart des groupes légendaires qui se séparent en organisant une tournée d'adieu, une conférence de presse de séparation ou un dernier concert cathartique, ABBA a tout simplement disparu. Leur dernier single officiel, Under Attack, est sorti en décembre 1982. Il n'a pas eu le même impact que leur précédent succès. Il n'y eut pas d'album suivant, pas de tournée mondiale, pas de rappel, juste une disparition progressive au milieu des spéculations et des théories de fans qui s'étendirent sur des décennies. Leur absence laissa un vide, et ce vide fit naître d'innombrables questions. Pourquoi ont-ils arrêté alors qu'ils connaissaient encore un tel succès? L'argent les a-t-il séparés? Un drame personnel. Un conflit créatif? Pendant des années, aucun des membres du groupe n'a donné de réponse définitive. Les interviews sont restées vagues. Le mot hiatus a circulé et leurs apparitions publiques sont devenues rares et prudemment polies. À bien des égards, ABBA est devenu un mythe figé dans le temps. Le groupe pop parfait a tout simplement disparu sans explication. Tout a changé en novembre 2024. Benny Andersson, connu depuis longtemps pour son introspection discrète et son refus de toute publicité personnelle, a accordé une interview au Guardian. Il n'est pas arrivé avec un récit déjà tout préparé. Il n'y avait pas de déclaration écrite par un publiciste ni de discours de communication retouché. Au lieu de cela, Benny a fait quelque chose d'inhabituel. Il a dit la vérité sans détour. Nous étions épuisés, a-t-il admis. Les mariages s'effondraient. La musique commençait à paraître anormale. Il fallait s'arrêter pour se préserver. Cette déclaration simple et dénuée de toute sentimentalité a eu un impact plus grand que n'importe quel scandale. En quelques mots, Benny a confirmé ce que beaucoup de fans de longue date avaient toujours soupçonné. La rupture n'était pas due à une trahison ou à une querelle artistique. C'était dû à un épuisement émotionnel. Après des années de concerts, d'enregistrements et d'entretien d'une joie illusoire, pendant que leur vie personnelle s'effondrait en coulisses. Le groupe était épuisé.
non pas de manière dramatique, mais silencieuse et fatale. Puis, en avril 2025, Benny accordait une nouvelle interview à Billboard, offrant un éclairage encore plus approfondi. Il a décrit les 2 dernières années du groupe, 1981 et 1982, comme des journées de travail sans inspiration. Ce qui avait été une collaboration dynamique était devenu une routine. Lui et Björn écrivaient toujours, mais sans la même énergie ni la même motivation. Les chansons sont venues plus lentement. Les séances en studio étaient plus courtes. Tout commençait à ressembler à un travail, et non à une passion. La façon dont Benny a présenté la décision du groupe d'arrêter était encore plus révélatrice. Il ne l'a pas qualifié d'échec. Il ne l'a pas idéalisé. Il a décrit cela comme un effondrement inévitable. Ce n'était plus tenable, a-t-il dit. Nous ne pouvions plus continuer à faire semblant, ni les uns envers les autres, ni envers nous-mêmes. Cette reconnaissance n'était pas seulement éclairante, elle était apaisante. Pendant des décennies, les fans avaient entendu dire que les derniers albums d'ABBA, comme The Visitors, étaient différents, plus introspectives, plus mélancoliques. Des chansons comme One of Us, An Angel Passing Through My Room et The Day Before You Came ne sonnaient pas seulement tristes. Elles étaient tristes. Il y avait une lourdeur dans les paroles et les arrangements qui trahissaient quelque chose de plus profond que les tendances pop. Les auditeurs le ressentaient, même s'ils ne pouvaient le nommer. La confession de Benny confirmait ce sentiment. La douleur, la sensation que quelque chose se défaisait sous la surface polie, n'était pas une projection, c'était réel. Ce qui est frappant, c'est qu'aucune des révélations de Benny ne comportait d'amertume. Il n'a imputé la faute à Björn, Agnetha ou Frida. Au lieu de cela, il a parlé de la fin du groupe comme d'une conclusion naturelle, comme d'une belle machine ayant fait son temps. Nous avions fait ce que nous pouvions, a-t-il dit. Il ne nous restait plus rien pour le donner honnêtement. Pour les fans, c'était la conclusion dont ils ignoraient avoir besoin. Le mystère n'était plus mystérieux, le silence avait une raison. Et surtout, la douleur qui avait résonné dans les dernières chansons d'ABBA avait désormais un nom, l'épuisement, l'effondrement émotionnel et le besoin silencieux de s'éloigner. Le chemin de Frida à travers le deuil et la royauté. Après la dissolution discrète d'ABBA, Frida Kahlo s'est lancée dans un voyage inattendu. En 1992, elle a épousé le prince Heinrich Russo-Reuss de Plauen, devenant ainsi membre de la royauté européenne. La presse suédoise s'est emballée. Comment la même femme qui régnait autrefois sur les discothèques pouvait-elle vivre aujourd'hui dans un château suisse, assistant à des galas et des banquets? Mais la vie de princesse n'était pas le conte de fées qu'elle semblait être. Frida se débattait avec la rigidité des attentes aristocratiques. La spontanéité et l'émotion qui la caractérisaient en tant qu'artiste ne cadraient pas avec l'univers structuré de la royauté. Puis vint le plus grand chagrin de sa vie. En 1998, Sophie, Annalisa Lotta, décéda dans un accident de voiture à New York. Elle n'avait que 30 ans. La perte fut dévastatrice. Celle qui chantait autrefois pour des millions de personnes recherchait désormais le silence, accablée de chagrin. Dans sa demeure isolée près du lac Léman, le faste de la royauté, la gloire de son passé. Tout cela paraissait pâle en comparaison du vide laissé par l'absence de sa fille. Et pourtant, c'est Benny qui réapparut à ce moment-là. Malgré tout, il tendit de la main. Ils partageaient un passé que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et dans leur retrouvailles silencieuses, il y avait du réconfort. Non pas dans le souvenir des jours glorieux, mais dans la compréhension que seules 2 personnes ayant tout vu s'écrouler pouvaient véritablement partager. Frida, qui avait autrefois besoin d'être sous les projecteurs pour se sentir reconnue, avait désormais trouvé la paix dans le simple souvenir qu'on lui rendait. Non pas par le monde, mais par quelqu'un qui l'avait connue auparavant. Elle revenait sans regret. En 2018, d'une note, après des décennies de séparation, l'impensable s'est produit. ABBA s'est reformé pour enregistrer 2 nouveaux titres. L'annonce a stupéfié le monde de la musique. Non seulement parce qu'il a mis fin à 36 ans de silence, mais aussi parce qu'il a marqué le début de l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de la musique, ABBA Voyage. En 2021, Benny et Björn avaient composé un album studio complet sous le même nom, et Benny en avait pris totalement le contrôle de la production. Mais plus que la musique, c'est le modèle de performance qui a tout changé. ABBA Voyage n'était pas un concert traditionnel. C'était une expérience numérique, grâce à la capture de mouvement et à la technologie des avatars. Benny et son équipe ont recréé les membres du groupe en 1979,
se produisant en direct avec un groupe de 10 musiciens dans une salle spécialement construite à Londres. Le spectacle a connu un succès retentissant depuis sa première en mai 2022. Il a vendu plus de 1,3 million de billets, attirant des fans de plus de 140 pays. Les avatars numériques ne se sont pas contentés d'imiter. Ils ont dépassé les attentes. Benny, un véritable artisan, a supervisé les moindres détails de la conception sonore et insistant sur une performance authentique, émotionnellement précise et techniquement irréprochable. Ed fait peut-être plus remarquable encore. Le groupe a décliné une offre d'1 milliard de dollars pour une tournée. Ils ne voulaient pas poursuivre l'ancien état d'esprit. Au lieu de cela, ils ont redéfini la performance selon leurs propres termes, les avatars. Comme Benny lui-même, n'avait pas besoin d'être vu pour être ressenti. La musique parlait pour eux, comme elle l'avait toujours fait, laissant la musique exprimer sa vérité. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, Benny Andersson ne se cache plus derrière des harmonies parfaites ou les murs de son studio. Dans de récentes interviews, il a discrètement déballé des décennies de retenue émotionnelle. Il a admis que la musique était son échappatoire. Il ne savait pas comment parler de la douleur. Alors il la composait. Il a dit un jour, « J'ai donné mes meilleures paroles à des chansons, pas à ceux qui avaient besoin de les entendre de ma bouche. » Cette phrase, « So simple, c'est cruel », recadre tout ce que nous pensions savoir. Benny n'avait pas froid, il avait peur. Peur d'affronter les émotions qui tourbillonnaient sous chaque chanson d'amour, chaque ballade de rupture, chaque tube qui masquait un chagrin d'amour. Et c'est cette peur, ces silences, qui a finalement détruit le groupe de l'intérieur. Ni le drum, ni le trahison, juste la fragilité, le genre de douceur humaine que la célébrité ne les a jamais préparés à gérer. Mais il y a de la beauté dans son honnêteté. Car en disant enfin ces choses à voix haute, Benny fait ce qu'Abba n'a jamais fait. Il offre une conclusion. Il nous dit que la perfection n'a jamais été une question, mais de survie. La musique ne les a pas sauvés de leur douleur. C'est elle qui les a fait vivre. Et c'est peut-être pour cela que les chansons perdurent. Elles n'ont jamais été des fantaisies raffinées. C'étaient des fragments réels, désordonnés et complexes de 4 personnes essayant de se ressaisir. Et maintenant, après toutes ces années, l'homme discret au piano nous a enfin laissé entrer. À votre avis, comment aurait sonné la musique d'Abba s'ils avaient affronté leurs émotions de front plutôt qu'à travers leurs chansons? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres voyages musicaux puissants.